Ça panique chez les bourgeois dans cet entre-deux tours d'élections municipales à la suite des gros scores nationaux de la France insoumise et aussi du tassement du Rassemblement national, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le centre est en crise, mais il y a autre chose qui est en crise, c'est le Rassemblement national mené par leur pire lieutenant Jordan Bardella. Et la France insoumise, face à ça, a déjoué tous les pronostics et a surperformé. Et donc les bourgeois sont en panique. On va vous montrer tout ça parce que c'est assez marrant, mais on va aussi essayer de vous montrer pourquoi et comment le RN est en train de se tasser et pourquoi c'est plutôt bon signe pour la prophétie alternative de 2027, Hollande versus Mélenchon. Je ne vous spoil pas tout et on va faire ça avec Chris. Chris, comment ça va ? Bah ça va, tu sais, moi, c'est les moments comme après les matchs. Il y a des gens qui adorent regarder les matchs. Moi, j'adore refaire le match, tu vois, genre avant match, après match, tu vois, les tactiques, les machins. Là, c'est pareil avec les élections. J'adore voir les rapports de force avant, les analyser après. Sur le moment, il y a un petit peu d'effervescence, mais tu t'oublies, tu vois. Moi, mon cerveau, il se déconnecte, je regarde le match. Là, je participe aux élections. Mais là, j'adore. Là, je commence à faire des graphiques, à reprendre des données, à analyser le truc. Et comme je te dis, ils ont raison de paniquer. Ils ne se rendent même pas compte à quel point la dynamique FI est beaucoup plus importante que ce qu'ils croient. C'est vraiment absolument énorme. Yes. Bah, en plus de ça, la dynamique EFI, ils la voient pas trop parce que c'est pas dans leur milieu. Donc c'est assez drôle parce que chaque fois, on a l'impression qu'ils les découvrent au moment des élections. Et à chaque élection, c'est comme ça. À chaque fois, ils se disent, ah bah c'est terminé là parce que tout le monde autour de moi dit qu'ils sont antisémites. Mais frérot, tout le monde autour de toi gagne 6000 balles par mois et est blanc. Donc forcément, il y a une petite sélection qui se fait, quoi. Et donc du coup, on va commencer par ce tweet de Jérôme Godefroy qui nous dit, la mauvaise surprise de ce premier tour, ce sont les bons scores de la France insoumise. C'est totalement incompréhensible alors que le vrai visage putride de cette secte est clairement apparu au grand jour ces derniers mois, une mouvance gazeuse et opaque, sans aucune démocratie interne, un programme économique et social aberrant, un populisme putassier, un alignement sur les pires régimes de la planète. C'est marrant parce que, en vrai, la plupart des trucs qu'il dit, c'est le cas de Macron, c'est pas de démocratie interne, le truc est un peu opaque, il s'aligne sur les pires régimes de la planète, il a un programme économique et social aberrant, tu vois. Le type, il a vraiment essayé de tout mettre. En plus, il a le Twitter Blue, donc il pouvait se permettre, tu vois, mais vraiment qu'il a essayé de condenser tout ce qu'il pouvait, quoi. Un soutien affiché à l'islamisme le plus radical couplé à un antisémitisme purulent. Donc là, on pourrait se dire, quand on arrive jusque-là, c'est un mec d'extrême droite qui écrit. Et là, il rajoute, le danger du Rassemblement national était identifié depuis longtemps. La menace LFI s'amplifie. Ce sont contre ces deux poisons antidémocratiques qu'il faut lutter avec force. Alors lui, il est vraiment noisette, il est au milieu et il est en train de ne pas comprendre ce qui se passe, pourquoi il est en train de perdre le pouvoir par rapport à ce qu'il considère comme étant l'extrême droite, l'extrême gauche. C'est très bien qu'il préférera l'extrême droite à l'extrême gauche à la fin, à la gauche radicale. Mais c'est assez marrant de voir la panique. Il y a Lisa en commentaire qui répond, c'est la nouvelle France tout simplement, la France qui devient islamiste. Ce sont ceux qui, lors des conversations entre étudiants, il y a 30 ans, disaient leur admiration pour H, ceux-là et leurs enfants. De quoi ? Je pense que c'est des admirateurs d'Hitler, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Attends, je veux bien qu'il y ait des critiques envers la France insoumise, dire que c'est les admirateurs d'Hitler, la France insoumise, c'est n'importe quoi. Tu vois. C'est les mêmes qui étaient néo-nazis il y a 30 ans qui aujourd'hui sont insoumis, c'est ça qu'elle raconte. C'est ça, non mais c'est une cata, quoi. Ensuite, vous avez Fogg, Franz-Olivier Gisbert, qui nous explique, lui, son constat par rapport à cette élection. Et bon, c'est un peu la même chose, ça sent le bourgeois qui commence à suer avec sa petite cravate jaune Renaissance. C'est jaune et bleu. C'est couleur de l'action française, en hommage à Quentin de Ranc, je crois. Leur héros parti trop tôt. Emmanuel Bompard, qui se félicite des résultats de la France insoumise. On a entendu Jordan Bardella qui fait la même chose. C'est très symptomatique pour vous, ces deux partis qui tirent leur épingle du jeu pour l'instant. Oui, je pense que pour l'instant... Oui, ils se mentent à eux-mêmes. Hein. Dire que le RN tire son épingle du jeu dans ces élections, c'est archi faux. Hein. Municipal. Je veux dire, ça peut encore être contredit par le second tour, comme c'est la souveraineté dans le passé. Mais pour l'instant, il y a un vainqueur quand même assez clair. Si on regarde la classe politique avec un peu de hauteur, pour l'instant, c'est LFI. Hélas. Hélas, parce que c'est vrai, quand on pense que c'est David Guiraud qui risque de devenir le prochain maire de Roubaix, c'est pas encore tout à fait fait, mais ça risque de l'être. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il dit ça peut encore être contredit par le deuxième tour. Non, c'est pas vrai. Là, la dynamique, elle est au premier tour. Après, s'il y a des magouilles politiciennes pour empêcher au deuxième tour, ça n'empêchera pas que la dynamique, elle sera claire au premier tour. Évidemment, le centre est favorisé dans ce genre d'élection au second tour, tu vois. Enfin... La dynamique, elle est toujours claire au premier tour parce que c'est là où il y a le plus d'offres politiques. C'est-à-dire de débouchés politiques en accord avec ce que veulent les gens, voilà, avec une pluralité de programmes, pluralité de visions du monde. Ensuite, les gens, ils font des choix par
défaut, c'est-à-dire c'est toujours le fameux, tu sais, on choisit au premier tour et on élimine au deuxième, quoi. Donc au premier, vous choisissez ce qui vous semble le plus proche de vos idées, et au deuxième tour, vous éliminez celui qui vous paraît le plus éloigné et le plus dangereux. Donc vraiment, les dynamiques de deuxième tour, ça n'a aucun sens. C'est comme si tu disais, il y a 60% des gens qui adorent Macron dans ce pays parce qu'au deuxième tour de 2022, il y a eu 60% des votes pour Macron, quoi. Tu vois, donc ça n'a vraiment aucun sens. Macron est un type détesté, mais Marine Le Pen est encore plus détestée que lui par la majorité de la population. C'est juste ça que ça veut dire, quoi. C'est absolument affligeant du point de vue français quand on aime ce pays, c'est-à-dire un élu de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, parce que ce sont... Le gars est avec Laurence Ferry. Ferrari. Putain, à chaque fois je me trompe. Ah oui, à chaque fois je me trompe avec Ferry. Ouais. Je suis désolé, je le ferai toujours avoir. À dénoncer la haine et tout, le racisme, l'antisémitisme, alors que la meuf, elle était il y a 3 jours sur CNews, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et là, c'est sur Européen en plus. Non, mais c'est n'importe quoi. Le mec est sur la radio de Bolloré et il critique le fait que la France Insoumise serait raciste, quoi. Déjà, ils nous font le coup de l'antisémitisme, mais là, c'est même du racisme, quoi. C'est... Les vrais racistes sont les antiracistes. C'est vraiment ça leur truc. Hein. Mais tu sais que moi, je suis vieux. Moi, j'ai commencé à me politiser grâce à la télé. Tu vois, je viens d'un milieu populaire où il n'y avait pas vraiment de livres, où le seul truc que tu avais, c'était la télé. Téloche. Et donc, la téloche, comme on dit. Voilà, la petite lucarne. Et donc, tu vois, j'avais pas Internet et tout. Et il y avait une émission à l'époque qui parlait de politique. Je sais plus comment elle s'appelait, mais il y avait... Le de me faire pleurer, j'avais pas Internet quand j'étais petit, frérot. Et c'était en 1975 que t'étais petit, donc forcément, t'avais pas Internet, tu vois. Tu vois, j'avais pas. Mais même quand j'ai eu Internet, il n'y avait pas tant de YouTube, de trucs politiques, tu vois. Et donc, il y avait une émission qui avait Ce soir ou jamais, il y avait Ardisson, voilà. Et il y avait une émission qui parlait de politique, présentée par François-Olivier Gisbert, avec en chroniqueuse Elisabeth Lévy. Eh ben, je peux te dire un truc. Ce qu'il vient de dire là, il disait exactement la même chose pour Jean-Marie Le Pen. Il disait exactement les mêmes mots quand Jean-Marie Le Pen est arrivé. Il était vraiment raciste et antisémite. Non, mais c'est ça qui est fou. Et c'est pour ça que je te dis, c'est ça qui est fou. C'est que moi, je vois le gars dans son émission avec Elisabeth Lévy dire « Ah, mais c'est horrible pour ce pays qu'est la France d'avoir un candidat de l'antisémitisme. » C'est exactement la même chose. Ce qui est hallucinant aujourd'hui, c'est de comprendre à quel point la bourgeoisie n'a vraiment aucune valeur, aucune capacité de distinction du bien du mal, du progrès et de la réaction, de l'émancipation ou de la coercition. Ce qui leur intéresse, c'est seulement de défendre leur capital et leurs biens. Ils sont capables de parler du pire raciste et du pire réactionnaire de la même manière que de quelqu'un qui veut partager, changer les choses et collectiviser parce qu'ils sont impactés dans leur capital et leurs biens financiers. C'est vraiment hallucinant. On comprend pourquoi la bourgeoisie, avec ce genre de mec, est passée de la République à Vichy dans les années 30-40. Comment des gens qui se disaient socialistes comme Marcel Déat sont devenus les pires collaborateurs. On le comprend, je te jure qu'il disait exactement les mêmes mots pour Jean-Marie Le Pen que ce qu'il dit aujourd'hui pour Mélenchon. Est-ce que c'est pas la prophétie ? C'est la prophétie. Ça, par contre, ça me choque pas. J'explique. Et moi, ce que je trouve ouf, c'est que ils vont tacler le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui vient d'être élu, en faisant la même chose, tu vois. Tu sais, en traitant machin antisémite, pro-Hamas, je sais pas quoi et tout. Et je pense vraiment que leur discours ne marche plus, tu vois. Alors, ça marche peut-être sur des gens qui, de toute façon, voteront à droite, mais ça ne changera rien au score de la France Insoumise, voire... ça va permettre aux gens de se dire mais non, mais c'est des conneries, tu vois. Les gens qui sont pas hyper politisés se disent c'est des conneries. T'as un gars, il te dit son programme c'est les bus gratuits, le pass Navigo pour les élèves d'école primaire, le statut du parent solo ou des trucs comme ça, tu vois, des trucs très sociaux. Et les gars lui répondent blabla, Hamas, antisémitisme et tout. Enfin, ça ne touche pas les gens. Je pense sincèrement qui toucherait plus les gens en disant mais non mais il dit ça mais il va pas le faire, il va trahir, ce que faisait d'ailleurs Marine Le Pen, tu vois, quand elle était anti-système, elle disait de toute façon la gauche dit ça mais de toute façon ils vont trahir, vous avez vu avec Hollande. Ça touchait les classes populaires parce que les classes populaires avaient senti que quand ils avaient voté Hollande ils s'étaient fait trahir et donc leur dire bah la gauche elle vous promet des trucs mais elle va trahir, ça peut marcher parce qu'en plus ça peut être vrai, ça se trouve Bali Bagayoko il va faire la moitié de ce qu'il a promis, tu vois, et donc du coup bah il y aura une critique à faire de la gauche en disant bah pourquoi est-ce qu'il a pas tout fait. Alors c'est pas forcément que de sa faute, ça peut être il peut prendre des pressions nationales, il peut aussi ne pas avoir de mouvement on va dire social dans sa ville qui permettent aussi de mettre en place les choses ne viennent pas juste d'en haut d'un gars qui décide tout seul. Mais critiquer le fait que la gauche trahisse ça marche,
dire Jean-Luc Mélenchon, David Guiraud et Bali Bagayoko, c'est des pro-Hamas qui sont quasiment comme Hitler, je veux dire, ça ne marche pas. Je veux dire, les classes populaires n'y croient plus à ces conneries, c'est n'importe quoi. C'est un truc de bourgeois en panique. Ça ne marche qu'à l'électorat qui va voter Knafo, tu vois ça. Ça ne convainc que ces gens-là qui sont déjà matrixés, en fait. Bah, c'était ce qui s'était passé en 2002, ça ne marchait plus. Et du coup, la prophétie, il était passé Jean-Marie Le Pen au second tour, malgré, je te dis, qu'il était parti à 8% et tout le monde disait que c'était fini et que c'était horrible, et voilà. Ça ne marche que si tu arrives à pomper son électorat. La seule fois où on a vu le RN reculer dans sa dynamique générale depuis 30 ans maintenant, tu vois, depuis 95, voilà, c'est quand Nicolas Sarkozy a proposé un projet à la hauteur de son racisme et de son nationalisme et de son populisme, quoi. Là, il a fait baisser le RN à 10%, sinon c'est impossible. Donc, faire baisser la FI aujourd'hui, de toute façon, ce sera impossible. Il faudrait qu'une union de la gauche propose un programme extrêmement radical de NFP. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, de toute façon, il va falloir que la France insoumise propose un programme qui ne soit pas récupérable par une union de la gauche ou par une gauche un peu plus centriste. Et c'est là où il faut se méfier quand même du Parti socialiste. Ce sont des traîtres de haut niveau, ce sont des menteurs depuis 40 ans. Hollande s'est fait élire en se croyant de gauche. Je te rappelle quand il avait dit « Mon ennemi, c'est la finance », il y avait une de Libération qui avait mis la tête d'Hollande le lendemain de gauche, tu vois, pour vraiment dire « Ah, ça y est, c'est vraiment un gars de gauche ». Il n'hésitera pas, dans le contexte, avec du Sanchez qui s'oppose à Trump, avec le contexte mondial, à se faire passer pour quelqu'un de gauche. Donc, il va falloir marcher sur les deux jambes, mobiliser l'électorat et avoir un vrai programme de rupture qui ne soit pas fluffy pour être récupéré par Flamby. Voilà. Pardon. Ses spécialités, puis avec derrière évidemment beaucoup de violence. Et ce qui est intéressant dans d'ailleurs ce C'est pas de quoi il parle, sur ce sous-entendu derrière beaucoup de violence. Il y a eu des violences là, pour les municipales, c'est quoi ces conneries? T'as l'impression que les militants FI ils sont venus avec des calages faire voter les gens, tu vois. Il y a une petite fiche, un petit Bristol, comme on dit, tu vois ce que c'est un petit Bristol? Un petit Bristol avec tout ce qu'il faut dire quand il y a FI, antisémite, raciste, violence, méchant, voilà, enfin c'est une folie quoi. Putain, mais quel plaisir quand même dans les pays révolutionnaires, tu vois, de mettre ces mecs-là en minorité, dans des votes à main levée et tout, que ces gars qui ont aucun ego la ferment pendant au moins 40 ans, tu vois, C'est ça. c'est quand même pas désagréable. Ouais, il faut les museler. Hein. Ce discours de Bompard, moi, j'ai trouvé tout à fait intéressant. On voit bien que la stratégie aujourd'hui, c'est l'antifascisme et donc le fascisme, parce que il y a un fascisme aujourd'hui, il est d'extrême gauche et il revient par l'antifascisme. La stratégie, c'est l'antifascisme. En plus, c'est les mêmes conneries depuis 50 ans. La vieille citation de Pasolini, mal digérée, là. Non, mais oui, le fascisme reviendra par l'antifascisme, blabla. Non, mais c'est vraiment, mais je te jure, ces gens-là, ils ont fait des émissions soi-disant anti-extrême droite et tout, en faisant monter les pires types qui justement font de l'idéologie pour l'extrême droite aujourd'hui, les Finkielkraut, les Elisabeth Lévy, les Marcel Gauchet, Philippe Muret, les Michéa. Ouais, vraiment, c'est ceux Mais qu'on peut-être pas Michéa dans le même sac. Non, je mets pas Michéa. Michéa, c'est pas Elisabeth Lévy non plus. Non, en plus Michéa, il venait pas sur les... de Michéa, mais je veux dire, c'est pas un fasciste, Michéa. Je veux dire, la façon dont il parlait de Michéa, je suis d'accord que Michéa est un espèce d'anarchiste un peu conservateur, il mérite pas ça. Il y a plein de choses intéressantes chez lui. Mais tu vois, ils l'ont utilisé dans ce truc-là, quoi, parce que Michéa défendait Pasolini, Orwell et tout, ils s'en sont servis comme ça, quoi. Oui, ils s'en sont servis. Et il revient par l'antifascisme. Et donc, on ne se gêne plus. C'est-à-dire, il n'y a pas de programme, il n'y a rien. Et si vous voulez, aujourd'hui, ceux qui... C'est littéralement le seul parti qui a un programme, qui le démonte, qui le fait analyser par la Banque de France, qui le fait coster, comme on dit. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi, quoi. Mais c'est quoi le programme des Verts, par exemple? Moi, je sais pas ce que c'est le programme des Verts, tiens. Ni le programme du PS, programme tiens. Mais c'est quoi le programme du RN? C'est ça la vraie question. Oui, c'est la vraie question. C'est le parti qui, soi-disant, va rouler sur tout le monde, fait 30%. C'est quoi le programme du RN? Le RN n'a pas de programme. Ce qui se passe, c'est que vous avez eu une tentative. C'est là, d'ailleurs, où c'est intéressant. Et où les gens, tu sais, canalisent les programmes, machin, et tout. Ils se trompent totalement. Et où la lecture, en termes de classe, est intéressante. Si le RN arrive à mobiliser, parfois, ou la fille et tout, c'est parce qu'elle arrive à parler aux structures mentales de certaines classes. Alors oui, ça passe par des mesures programmatiques qui résonnent dans les gens, je sais pas... des directions programmatiques plus. Les 32 heures et tout. Mais il n'y a pas besoin de connaître le programme.
intégrale du RN pour comprendre que tu adhères au pacte raciste. Et quand dans ce pacte raciste-là, toi, t'es plutôt pas un ultra-libéral pour la retraite à 67 ans, donc que tu préfères le RN à Zemmour. Tu vois, c'est comme ça que réfléchissent les gens. Ils n'ont pas besoin d'avoir le programme total, tu vois. Alors, quand les directions programmatiques vont changer, avec Bardella, qui va justement passer pour un libéral, il va pouvoir perdre cette résonance qu'il a avec des structures mentales de classe populaire et des choses comme ça, tu vois. Mais c'est intéressant de voir que les gens n'ont pas une intellection parfaite de tout le programme, de tout ce qui va être applicable, mais vraiment ont des choses qui les marquent ou pas, quoi. Mais en fait, c'est comme tu disais, c'est pas les mesures qui sont intéressantes, c'est les directions programmatiques. C'est-à-dire la façon dont tu vas faire société. Des fois, ça s'incarne dans les mesures. Oui, ça s'incarne dans les mesures. Par exemple, la préférence nationale, c'est une vraie mesure qui incarne la direction programmatique de ce qu'a fait la force du RN, c'est-à-dire de dire il n'y en a pas assez, donc ça va être d'abord pour les plus français, les plus méritants. Tu vois. Et c'est toujours cet équilibre-là qui faisait la force du RN, c'est ils étaient sociaux, mais pour certains. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas libéraux d'un côté. C'est pour ça que les mettre dans le libéralisme, là c'est ce que je fais Bardella, ça va être un problème. Parce qu'en fait, ils étaient vraiment sociaux. Mais que pour les Français. C'est ça le pacte raciste. Ils étaient vraiment pour le protectionnisme, mais pour les Français. De l'autre côté, ils sont racistes, c'est-à-dire qu'ils excluent de la solidarité nationale, de la sécurité sociale, des travailleurs, immigrés ou pas français, voilà. Et donc c'est ça qui faisait l'équilibre. Le tirer vers le libéralisme, ça va enlever son côté a priori social, voilà. Et d'ailleurs on le voit, hein, de plus en plus ils sont asociaux, ils restent que sur le racisme et il reste que cette espèce de préférence nationale dont tu ne sais même plus si en fait ça va te profiter socialement. C'est juste de dire, toi tu vas vivre pareil, pas dû, mais t'inquiète pas, il y en aura qui vont prendre plus cher. Bon. Voilà, c'est ça, et c'est en train de se déliter. Et moi, je le dis, le RN avait une dynamique en 2017 parce que c'était l'explosion des partis, tu vois. Sarkozy avait échoué, Hollande avait échoué, donc on avait quand même 3 candidats en tête de nouveaux partis en 2017. Macron, Le Pen et Mélenchon. Tu te rends compte, les 3 grandes forces sont 3 nouveaux partis qui n'existaient pas avant l'élection présidentielle, enfin, sauf le RN, mais tu vois, c'est vraiment... Donc, là, elle a profité justement d'avoir quelqu'un de totalement opposé à elle, c'est-à-dire qui s'est même construit contre elle, Macron, pour exister. En 2022, il y a eu l'effet Poutine, elle n'a pas dû démontrer son programme. En 2017, elle ne l'avait pas démontré. Là, elle est installée. C'est la première fois qu'elle fait la course en tête quasiment, même si 2022, c'était un peu entre les deux. Enfin, le RN est installé. Il n'aura pas le choix que de devoir parler de son programme et de montrer le sérieux de son programme. Voilà. Il n'aura pas le choix. Il sera attaqué là-dessus. Et ben, c'est comme ça que Bardella va commencer à exploser, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, effectivement, les gens ne s'amusent pas à lire les programmes. Par contre, ils s'intéressent à la campagne. Et quelqu'un qui est mauvais pour défendre son programme, pendant les débats, tu vois, ça, il le voit, quoi. Et encore plus avec les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est même pas que les gens lisent pas les programmes. C'est que s'ils les lisent, ce qu'ils retiennent, c'est un truc par-ci par-là, tu vois, qui résonne en eux, tu vois, le sens du truc, tu vois. Je lisais, comme tu le sais, actuellement, je lis les luttes de classe en France de Marx. À un moment donné, il dit un truc super intéressant. Il dit la Première République, en gros, les paysans ont adhéré à la Révolution parce que une des premières choses qui s'est passée, c'est de les libérer des charges féodales, les paysans. Et donc, ils ont associé le terme République à « je suis libéré des charges féodales ». Et il dit la Deuxième République, étant donné que c'était une république qui a été, donc en 1848, où il y a eu plein de bourgeois, de petits bourgeois et tout, compris des postes, et qui ne voulaient pas taxer les plus hautes bourgeoisies et tout ça, à un moment donné, quand ils ont eu besoin d'argent, ils ont mis une taxe de 45 centimes, je crois, sur les paysans. Et Marx, il note, il dit alors que la Première République rimait avec enlever les charges féodales pour les paysans, la deuxième, c'est devenu vous avez 45 centimes d'impôt en plus. Et il dit que c'est comme ça que les paysans sont devenus réactionnaires et ont sauté dans l'élection après de Louis-Napoléon Bonaparte et puis dans la contre-révolution, tu vois. Mais c'est intéressant, et c'est pareil, tu vois, avec la Révolution russe, tu vois. La Révolution russe, pour les paysans, ça rime avec la terre aux paysans, tu vois. Ce que font les gens quand il y a une phase un peu de progrès social ou de changement programmatique, de changement de politique, ce qu'ils font au début comme grande direction, comme grande point programmatique, en fait, ça résonne dans les gens et après, même pour des années, ça continue à être presque je sais pas, une cristallisation du moment pour les gens, tu vois. Je pense que pour beaucoup, Macron, 2022, c'est la réforme des retraites. Tout ce qu'il a fait autour, c'est pas si important que ça. La réforme des retraites, c'est principal.
parce que c'est quelque chose qui a vraiment marqué les gens. Et là, c'est ce que doit arriver à faire la FI si elle prend le pouvoir, c'est-à-dire très rapidement proposer quelque chose pour que les gens se disent en fait, la France insoumise au pouvoir, c'est pas des traîtres, c'est des gens qui ont fait la constituante, ont augmenté le SMIC ou un truc comme ça. Et au contraire, le Rassemblement national devrait faire pareil, sauf que le Rassemblement national est en train de proposer des trucs en mode ah ouais, mais pour la retraite, on va peut-être attendre, pour machin, on pourra pas le faire parce qu'on verra si les comptes sont bons et tout. Et en faisant ça, ils vont perdre les classes populaires, qui vont se dire, en fait, même la préférence nationale ne me profitera pas tant que ça, parce que Bardella, il est en train de me dire que plus rien n'est possible, et il me tient le même discours que Macron, quoi. Et ça, c'est vraiment fondamental, il faut le comprendre, tu vois. Au-delà du fait de tout chiffrer comme fait la fille, moi, je trouve que des fois, c'est pas intéressant, mais quand elle chiffre tout, qu'elle va voir le MEDEF et tout, l'image qu'elle renvoie est pas forcément super, et je vois pas à qui elle veut montrer patte blanche en faisant ça. Enfin, je veux dire, de toute façon, les bourgeois, c'est pas parce qu'on leur a dit que le MEDEF était d'accord qu'ils vont aller voter pour la France insoumise. Par contre, avoir des grandes mesures, les 32 heures, un prêt à taux zéro pour l'acquisition du premier logement, par exemple, ce serait quelque chose qui résonnerait dans les gens, et où au moment de voter, quand tu sais qu'il y a ça, tu vois la direction du programme et tu te dis c'est peut-être possible, tu vois. Vraiment, je pense qu'on doit travailler à ça tous ensemble pour mettre un peu la pression, on va dire, de manière plutôt bonne, positive, tu vois, sur la France insoumise pour qu'elle arrive avec un programme béton en 2027. Ouais, exactement. Et cette accumulation de tous les points, programme béton, apparition anti-système, exagération, mensonge sur elle, ça donne vraiment un capital extrêmement puissant, quoi. Du Parti socialiste de rompre avec LFI. Cette tentative, d'ailleurs, ça a commencé avec C'est intéressant parce que tu vois des François-Olivier Gisbert qui viennent un peu de la gauche, du centre, qui étaient anti-Le Pen, dont je te parlais tout à l'heure, qui là maintenant sont sur CNews pour dire que la vraie France, c'est Zemmour, tu vois. Non mais tu vois, pourraient se retrouver dans la gauche avec un Hollande, tu sais, qui dirait Mélenchon, c'est vraiment pas la gauche, c'est pas ma France, c'est pas nos valeurs, etc. Tu vois, c'est là où Hollande peut être crédible. C'est-à-dire que les mecs T'as pourraient vu se... Valls, il est encore plus crédible. T'as vu Valls, il a dit à Toulouse, comme le PS s'allie avec LFI, il appelle à voter à droite. Lui, il est tellement de Exactement. gauche qu'il appelle à voter à droite à la fin. C'est là où dans notre première capsule d'analyse, là, celle qui est sortie le mardi 17 mars, là, voilà, on montre bien que c'est une ligne claire. Effectivement, pour l'instant, ça va tambouiller parce qu'il y a des Olivier Faure qui tient son parti, puis des mecs qui veulent rester dans les mairies. Mais pour les présidentielles, ce que fait Olivier Faure est illisible. Ce que fait Marine Tourdelier est illisible. C'est un jour je suis avec la FI, un jour je suis machin, tu vois. La vraie ligne claire qui peut s'imposer à gauche. Il passe pour des tambouillards. Hein. Voilà, pour refaire une force d'apparence de gauche, c'est de dire il y a une gauche réformiste qui veut quand même un peu de taxe Zuckman, mais pas trop, qui veut quand même un petit peu de protectionnisme, mais pas trop, qui aime pas trop Trump, mais qui surtout déteste Mélenchon, tu vois. Là, il y a un espace que des François-Olivier Gisbert pourront utiliser en disant « Au fond, j'ai toujours été de gauche. » Et sur CNews, je viens vous le dire, je suis un homme de gauche, et je trouve que François Hollande fait une bonne campagne. Tu vois, il ne se renie pas, il a le courage d'attaquer Mélenchon. Tu vois. Vraiment, là, c'est pour ça qu'il a un espace Hollande, que aucun type de gauche, dit de gauche, ne peut capitaliser, quoi. Est-ce que Valls votera pour Hollande ou est-ce qu'il votera pour le RN pour sauver la gauche, tu vois? Valls, je te dis, c'est un gars, il est en Pologne en 44 avec un uniforme de la division Charlemagne, et quand tu l'attrapes, il te dit mais tout ça c'est pour la gauche, j'ai jamais bougé, tu vois. Enfin, c'est un fou furieux. Juste, je voulais noter ça, regarde, c'est marqué Toulon, Laure Lavalette en tête à 39,4%. Sur les chaînes d'infos, j'ai beaucoup vu ça. Ça a commencé par des résultats du Rassemblement national, et ça a donné l'impression que le Rassemblement national roulait sur l'élection, alors qu'en vrai de vrai, bah, les mairies qu'ils ont gagnées, elles les avaient déjà. Laure Lavalette fait un bon score, mais je veux dire, c'est aussi quelqu'un qui a une renommée nationale, qui est connu, qui se présente à Toulon, qui vote quand même pas mal Rassemblement national et Marine Le Pen aux élections. Enfin, ils essaient de nous faire croire qu'il y a une dynamique Rassemblement national qui n'est pas vraie. On va le voir tout à l'heure avec un graphique que tu as fait. Mais on va continuer d'abord avec Julien Audoul qui nous parle de Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis. Regarde la zinzinerie du truc. Que cette ville va sortir progressivement de la République française. Le drapeau français que vous observez là, c'est le maire qui dans la salle de la mairie va être remplacé par le drapeau du Hamas. Voilà. Et toutes les représentations de la République, toutes nos valeurs vont être annihilées par cette municipalité d'extrême gauche dont la haine de la France est manifeste. Il a pas des emplois fictifs à faire, lui, plutôt que de raconter ça. Non, mais c'est quoi ce délire, quoi? Après, tu m'étonnes que les mecs, ils l'ont pas fait bosser
Tu vois, qu'ils l'ont mis dans un placard pour pas travailler, parce que ce niveau-là, vaut mieux qu'il travaille pas, le gars, quoi. Mais ça Vaut fait mieux- gagner la gauche. Hein. Je veux dire, là, t'es un type random, pas trop politisé. Tu vois ce gars qui te dit ils vont mettre le drapeau du Hamas à la place du drapeau de la France et tout. Tu te dis, c'est quoi ce zinzin? Tu vois, c'est ce qui faisait aussi, je pense, des fois presque profiter à Le Pen dans les années 2000, tu vois, quand des mecs un peu débiles de gauche disaient c'est Hitler, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, c'était la même chose, c'était... Si tu peux faire des comparaisons, etc., mais la situation n'était pas du tout la même. Donc, dire c'est Hitler, voilà, ça avait peu de sens, et ça rendait tellement le truc ridicule que des gens se disaient, bon, ouais, je vais voter Le Pen pour les faire chier, etc. Là, si ces mecs, ils ont des plateaux télé, ils ont des... Non, mais voilà. attends, juste, moi, quand j'étais un jeune con de 17 ans, un peu rouge-brun, tu vois, quand on me disait la sortie de l'euro, c'est limite du fascisme, tu vois, t'avais des mecs qui tenaient ces propos-là. Ils te disaient, si tu veux sortir de l'Union Européenne, c'est déjà que t'es un fasciste, tu vois. Et ben, c'est un truc qui me faisait rager et qui pouvait me provoquer, tu vois, une envie de voter à droite, tu vois. Tu te disais, non, mais c'est quoi ces conneries en gros, t'avais l'impression que tout projet qui allait à l'encontre de la mondialisation libérale, c'était un projet déjà fasciste, tu vois. Ouais. Et c'est sur ça qu'a réussi à monter Marine Le Pen avec la ligne Florian Philippot, tu vois. Ouais. Sur une ligne un peu confuse, mais qui a profité aussi de la diabolisation sur les plateaux télé, qui était une diabolisation débile. Je veux dire, sortir de l'euro et revenir au franc, ça peut se critiquer sur un plan économique, mais expliquer que c'est forcément un truc fasciste, c'est complètement con, tu vois. Il y a des économistes de gauche qui prônent ça, il y a des économistes de droite qui prônent ça, tu vois, mais c'est pas un truc intrinsèquement le retour des chambres à gaz ou je sais pas quoi, tu vois. Et t'avais l'impression que c'était ça. Et eux, ils sont en train de faire ça avec la France Insoumise, c'est-à-dire mettre les bus gratuits, c'est déjà le Hamas, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en plus, ça va pas tenir. Pourquoi ? Parce que les gens, la population est concentrée dans les grandes villes. À Saint-Denis ou autour. C'est un discours qui ne peut parler qu'à des gens extrêmement éloignés, dans une ruralité très profonde, tu vois, encore très blanche ou très âgée, de dire « Ah, ça va être la République islamique ». Mais en fait, quand tu parles à ça, tu parles à 3000 villages de 500 habitants. En termes de masse, tu fais rien du tout. Tu vois, c'est là aussi l'effet de ce qui se passe, c'est que ce discours-là n'a pas de sens parce que c'est ce qui fait le plafond de verre électoral du RN, c'est qu'il n'est pas capable de percer dans des villes où il y a de la mixité, où il y a des problèmes, etc., mais qui ne recouvrent pas cette vision du monde de... Ils ont c'est fait des quoi, moins de républiques 2% à islamiques. Paris? Tu vois, voilà, c'est ça. C'est Mariani qui est pourtant très connu, tu vois. Donc c'est pour ça que, bah, tant mieux hein, qu'ils continuent comme ça. Ils font n'importe quoi parce qu'en fait, ça ne peut pas être massif. Tu vois, ça peut à la rigueur maximiser pour des gens qui sont... Mais à la fin, ça restera que 20% des gens qui votent en France, quoi. Mais oui, tu vois, alors qu'il aurait dit ce que je disais tout à l'heure, de dire ouais, il fait ça, mais il va encore trahir, c'est la tambouille, machin Voilà, et tout. exactement. À la limite, c'est un peu tous pourris, mais je pense que ça parle plus aux gens. Exactement. Et d'ailleurs, comme témoignage, le propos du nouveau maire, Bali Bagayoko, à qui on a posé une question, vous serez quand même le maire des électeurs du Rassemblement national de Saint-Denis. Il dit non, moi je suis un maire de gauche. Voilà. Non, mais il n'y a pas d'électeurs sur le Rassemblement national à Saint-Denis. Qu'est-ce que tu racontes? J'aimerais bien savoir combien, on va regarder, mais combien il y a eu d'électeurs à Saint-Denis. Et puis lui, il va nous faire croire que les maires Rassemblement national, c'est les maires des migrants sans papier sous OQTF dans leur ville, c'est ça? C'est les maires pour tous aussi, tu vois? Enfin, n'importe quoi, tu vois. Bon, déjà, donc à Saint-Denis, il y avait que 5 listes. FI, Socialiste, RP Elsa Marcel, UDI et Divers Centres. Donc déjà, il n'y a pas de liste du RN à Saint-Denis. Voilà, donc vraiment, je ne sais pas ce que tu racontes, Julien Audoul, tu n'as encore pas travaillé. T'imagines, ils sont tellement dans une logique un peu de France périphérique, je sais pas quoi, qu'ils peuvent même pas présenter de liste à Saint-Denis dans une ville de 150 000 habitants, c'est aberrant. Hein. Et puis, en plus, j'ai envie de dire, il a raison, Bali Bagayoko. Quand t'es élu pour faire ton programme. T'es pas là pour refaire un programme en fonction de tous les pélos qui votent contre toi, etc. Non, Bali Bagayoko, il a été élu avec un programme de gauche pour être un maire de gauche. Et, spoiler alerte pour Julien Audoul, il y a de fortes chances que des gens qui votent pour toi en croyant que ça va les sortir de la merde soient plus sortis de la merde par Bali Bagayoko que par s'il y avait un maire Rassemblement National ou s'il y avait un président Rassemblement National en France. Donc, vraiment, Bali Bagayoko, il a raison de A à Z. Quand on est élu à gauche, on est un maire de gauche, on fait une politique de gauche. Et cette politique, elle profite à tout le monde. Bah, surtout qu'il dit oui, est-ce que ce sera le maire des gens qui votent RN? Bah, les gens qui votent RN, c'est pas marqué sur leur front, ce sera le maire de fait des gens qui votent RN dans ce truc-là. Bien sûr. Mais il va pas faire une politique RN. Donc c'est-à-dire qu'il y aura du sectarisme
il y aura du racialisme, les habitants seront triés en fonction de leur origine, de leur religion, de leur couleur de peau, et on va avoir effectivement une ville très importante, parce qu'on est à plus de 100 000 habitants, Saint-Denis, qui va passer sous la coupe de l'idéologie d'extrême gauche, avec toutes les conséquences en termes... Non mais c'est n'importe quoi. En plus il dit ça, c'est les gens qui ont voté pour lui. C'est pas été imposé, c'est pas un préfet le gars, tu vois. Il a pas été imposé par le haut. Les gens à Saint-Denis, ils votent à 32% Parti Socialiste, 51% Baliv-Gaillotko, 7% Révolution Permanente. Je suis pas sûr qu'ils soient d'extrême droite les gens là-bas, tu vois. S'ils ont envie d'avoir un gars de gauche, ils ont un gars de gauche, tu vois. En termes de violence, en termes de morcellement social et en termes de racisme, parce qu'il faut dire que la politique d'extrême gauche, on le dit jamais assez, est une politique raciste, qui différencie, qui stigmatise les gens en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de leur religion, en fonction de leur couleur de peau. Vraiment, ça va être dévastateur pour cette ville. Et avec les gars, d'un côté, ils disent ouais, Quentin Durand, que c'est nos idées, et de l'autre côté, ils tiennent ces trucs-là. Mais tu vois, ça, typiquement, je sais pas si c'est lui qui fait ça tout seul ou si c'est des consignes, parce qu'il est assez proche de Bardella, Oudoul, je crois. Surtout qu'elle l'a acheté sous le bus, Marine Le Pen. Mais vraiment, si ça, c'est leur ligne pour 2027, de se faire passer pour des antiracistes, vraiment, sans déconner, ils sont morts dans le film. Vraiment, ils sont morts dans le film. Ils vont se faire doubler par Knafo et par Retailleau. Mais ils vont faire exactement comme ce que faisait la gauche quand elle a commencé à dire « Oui, il y a un problème de sécurité, oui, il y a un problème d'immigration, le RN pose des bonnes questions ». C'est-à-dire se faire passer pour sécuritaire et anti-immigration, enfin, tu vois, régulation de l'immigration, comme proposait le RN, parce qu'il était, tu vois, sur ses côtes, quoi. Voilà. Enfin, le FN à l'époque. Là, ils essayent de se faire passer pour antiracistes parce que la FI monte. Bah, merci. L'original sera toujours meilleur que la copie. Si vous jouez à l'antiracisme et si vous jouez à dire il faut pas de racisme dans ce pays, vous allez faire monter la FI. Continuez comme ça. Ouais, ils sont complètement cons. Au moment où ils devraient garder leur ligne pour essayer de rater la mise sur lequel ils bossent depuis 40 ans, ils sont passés pour antiracistes. Non, mais je ne comprends pas. Enfin, tant mieux. Mais là, ce qui va se passer, c'est que d'Emmanuel Valls vont dire regardez, le RN est antiraciste. Et au dernier moment, on va appeler à voter Hollande qui aura. Tiens, c'est ça, ils vont se faire doubler par le centre sur tous ces débiles. Les mecs vont rien comprendre. Je veux dire, les mecs qui sont libéraux vont se dire mais attends, c'est quoi ? Il y a des trucs étatistes, il y a la sécu dans leur truc, il y a la retraite à 60 ans. Les mecs qui sont racistes, ils vont dire qu'est-ce qu'il me raconte l'autre à dire que les vrais racistes c'est la fille et que nous on est antiracistes. Les mecs qui sont sociaux, ils vont dire qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On est dans une économie ouverte, le libéralisme, le marché. Enfin, vraiment, je vous le dis, Bardella ne sera pas au second tour. Si c'est lui le candidat, il va faire moins de 20%. La blague s'écrit toute seule, comme on dit. C'est sous vos yeux, quoi. Le truc, c'est qu'il faut pas qu'il baisse trop bas pour pas qu'il n'y ait pas un autre candidat de droite à sa place. Parce que s'il fait vraiment de la merde, peut y avoir Retailleau à sa place. Ouais. Retailleau, Mélenchon, ouais, ce serait un peu chiant. Bon, on a aussi Johan Sfar qui écrit c'est fou le score de LFI malgré leurs obsessions anti-juives et qui dit chérie, c'est pas malgré, c'est grâce à. Donc c'est des gens qui croient toujours qu'en France, l'antisémitisme est porteur électoralement. Le plus con du monde. C'est ça. Et donc, du coup, ils se disent c'est une bonne idée de dénoncer les antisémites. Donc du coup, en fait, ils font monter la FI par triangulation. Enfin, ces gens-là sont sur une autre planète, quoi. Ensuite, on a ce graphique. On va pouvoir un peu expliquer leur peur. Diagramme en barre fait par Chris pour montrer les dynamiques. Alors à gauche, vous avez le front de gauche là, en rouge. Après, vous avez la France Insoumise en 2020 et la France Insoumise en 2026. Et puis à droite, vous avez le Rassemblement National, donc qui a plus d'1 million de votants en 2014. En 2020, il est à environ 400 000. Et puis en 2026, il est à environ 950 000. Alors que le front de gauche, du coup, donc PCF plus FI faisait 400 000, après a fait 60 000 et puis après, la FI toute seule a fait 660 000. Ouais, exactement. Donc vas-y, je te laisse expliquer ton... Presque 4% des votes, 3,8%. Moi, ce qui m'intéressait de voir, c'est vraiment les dynamiques. Parce que souvent, le problème, c'est les photos. C'est de dire, aujourd'hui, il y a une union de la gauche qui fait plus que la FI. Je ne l'ai pas mis là. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'est de voir les dynamiques cumulées. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ce qui a été très important en 2026, c'est que les deux grands partis qui font voter sur leur nom ont été le RN et la France Insoumise. Derrière, LR, le PS, quand ils ont fait voter simplement sur leur nom, ils sont beaucoup plus bas que ces deux-là. Donc déjà, ça, c'est quand même assez intéressant. Tu vois, par exemple, je ne l'ai pas mis, mais les Républicains sont à 500 000, le PCF est à 68 000 pour le coup, le PS tout seul est à 228 000. Donc il a fallu des grands rassemblements pour battre des partis qui, eux, sont très importants. On l'a dit dans notre première question, ça, c'est un effet de la mobilisation.
on voit que les deux grands partis, le vrai clivage gauche-droite aujourd'hui, il est autour de France Insoumise à gauche et RN à droite. Moi, ce que je voulais voir, c'est une fois qu'on voit ces deux grands partis, quelle est la dynamique ? Alors, on est obligé de remonter à 2014 parce que 2020, c'est le truc du Covid, c'est un peu compliqué et tout. Et le problème de 2014, c'est qu'on n'avait pas l'AFI. Mais ça dit des choses intéressantes. À l'époque, il y avait le parti de gauche, l'AFI n'existait pas, et c'était Front de gauche, PCF et le parti de gauche, donc l'ancêtre de l'AFI. On voit que dans un scrutin où il y avait quand même plus de participation, 6-7 points. Alors, oui, il y a des gens qui sont très pointus sur la participation qui vont me dire oui, mais le mode de scrutin, le panachage, etc. Je suis d'accord avec ça. Effectivement, ça a peut-être déstabilisé. Peut-être qu'à la fin, il faudrait qu'on regarde. Je n'ai pas les détails, mais je regarderai. Peut-être qu'à la fin, dans les vraies villes, les villes de plus de 35 000 habitants ou de 3 500 habitants, où il n'y a pas de panachage, peut-être qu'à la fin, on a le même taux de participation qu'en 2014. Il faudrait regarder. Voilà. Mais il y a quand même un effet de baisse de la participation qui me semble peut-être un peu général. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France Insoumise sur son seul nom, en 2026, fait 50% de voix de plus que le Front de gauche, qui était lui assis sur des maires PCF. Tu vois, on était avec PCF plus Front de gauche, c'est-à-dire des implantations locales énormes. On ne parle pas d'un parti qui vient émerger. De la même manière, en 2014, le RN, qui n'a pas encore été au deuxième tour d'une élection présidentielle, on est avant 2017, avant 2022, le RN présente plus de 500 listes et fait 1 million de voix. En 2026, soi-disant avec sa dynamique énorme, 2 seconds tours de présidentielle, sa poussée sur les législatives 2024, ces européennes, il n'arrive même pas à présenter autant de listes qu'en 2014 et il fait moins de voix. Donc là, vraiment, vous voyez vraiment la dynamique, et c'est la panique d'Odoul, de stagnation et la FI rattraper les masses qui votent RN à une vitesse grand V. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de se dire la France Insoumise, avec seulement 280 listes et à peu près 400 pour le RN. Avec 280 listes, elle fait un ratio liste-nombre de voix identique à celui du RN, alors que normalement, ils partent de manière très lointaine. Si on prend par exemple la dernière fois où on a voté aux Européennes 2024 directement pour la FI ou directement pour le RN était à quasiment 30 et la FI était à 9. Là, ils sont en train de rattraper le truc. Je dis un truc très très important. La FI a fait 25% de son socle national des Européennes. C'est-à-dire qu'elle a capté 600 000 voix alors qu'elle en avait à peu près 2,4 millions aux Européennes. Le RN en a capté seulement 12%. 2 fois moins. Il avait... C'est parce qu'aussi, il y a beaucoup de petites villes qui ne sont pas comptabilisées qui votent RN. Et c'est pareil pour la FI. C'est-à-dire que la FI... Les villages de 300 habitants, ça vote plus RN que FI. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est encore plus grave. Il a capté beaucoup moins de son socle qui votait pour lui aux européennes que la France Insoumise en a capté. La France bien sûr, mais c'est comme il n'y a pas de liste dans les petits villages, les gens qui voteraient RN, ils votent pour la liste de maire, du coup ne sont pas comptabilisés. Je suis d'accord avec toi, il y a une percée de la France Insoumise, mais il faut quand même dire ce truc-là, sinon on va nous dire vous comptez pas, prenez pas en compte ça. Tu vois. On est complètement d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une capacité de mobilisation et de connaissance de son socle de la France Insoumise qui est quand même assez impressionnante. Ah bah oui. Tu vois. Et puis là, le fait d'être meilleur que le Front de gauche, c'est-à-dire avec le PCF au municipal, c'est quand même un parti, c'est son meilleur scrutin, le municipal. Exactement. Arriver à faire quasiment le double sans le PCF, c'est juste énorme. Hein. Exactement. Donc là, la capacité presque de déplacer sur des municipales avec aucun maire sortant, aucune implantation locale, presque 700 000 personnes pour la France Insoumise dans les municipales, avec en plus un intérêt assez moindre pour ce scrutin, avec seulement 270 listes sur 36 000 communes, c'est vraiment très très impressionnant et ça montre une dynamique très importante. Ce qui va être très très intéressant là, c'est que s'ils prennent des mairies, s'ils prennent des municipalités, etc., ça va aussi leur permettre de s'implanter. Moi, j'ai déjà fait l'analyse, on en a déjà parlé, des municipales 77 qui permettent au Parti socialiste qui était vu comme un problème, trop proche des communistes, etc., par la droite, de s'implanter localement et donc de faire un effet de contre-pouvoir médiatique avec des gens qui disent « bah non, moi, ils sont dans ma mairie, ils sont très bien, je les croise, etc. » Alors là, 77-81, il y a 4 ans d'inertie, c'est un peu mieux, là il y a qu'1 an, mais ça va permettre quand même d'avoir des masses un peu plus implantées pour la France Insoumise. Donc cette dynamique-là, sur 12 ans, plus les résultats de 2026, plus l'implantation qui va arriver pendant 1 an, plus le fait que la France Insoumise résiste à cette diabolisation,
Si elle rajoute en face un vrai programme de rupture à la hauteur de la violence qui se passe dans le monde, Trump, la guerre au Moyen-Orient, Netanyahou, etc., la France insoumise est extrêmement bien partie pour être à l'Élysée en 2027. Et c'est pour ça que tout le monde panique. J'ai l'impression d'être le gars rabat-joie, moi, dans cette capsule, mais il y a quelque chose quand même par rapport aux mairies qu'il faut prendre en compte, c'est que si la France insoumise prend des mairies, elle risque aussi de créer des baronnies. Tu vois. Et comme c'est un parti qui n'est pas très structuré, en réalité, pas structuré comme l'a été les partis communistes au XXe siècle, c'est pas très très clair la structure que ça a. C'est-à-dire qu'il y a un organe central, et puis après, du coup, il y a une désignation de candidats qui sont parfois, on l'a vu dans le passé, choisis parmi je sais pas, des gens côté des personnalités, soit des syndicalistes étudiants, soit des personnalités associatives, des choses comme ça, et qui après, parfois sont pas forcément sur la ligne, comme par exemple les Sloufoques, tu vois, qui vont se barrer un peu en prenant la meilleure offre, et puis en étant après anti-insoumis. Il y a un risque quand même à créer des cadres locaux qui peuvent être vecteurs aussi d'une droitisation du mouvement, tu vois. Donc je sais pas à quel point ils ont pris ce risque en considération. Moi je pense par exemple, tu vois, que en 77, oui, le fait qu'il y ait des mairies socialistes, à la fois c'est bien, ça permet de voir que les mairies socialistes en fait sont pas communistes ou je sais pas quoi, mais à la fois ça crée aussi des fiefs de gens qui ont des intérêts matériels de conservation de leur mairie et peut-être moins de transformation sociale, tu vois. Et quand tu as des endroits comme ça forts localement, il faut avoir un cadre très très clair pour maintenir un aspect révolutionnaire, sinon tu tombes dans un fédéralisme, une sorte de girondisme, tu vois, où tu te laisses un peu embarquer par l'inertie des cadres locaux, quoi. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais il y a ce risque-là, je trouve. Je suis Peut-être pas en un an, mais en 6 ans, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, tant que la FI sera orientée vers la conquête du pouvoir et la rupture et la vraie bifurcation égalitaire et planificatrice, les mairies seront obligées d'être alignées là-dessus. Parce que cette volonté de bifurquer sera nécessaire pour pouvoir conquérir le pouvoir. Ce qui fait que ce que tu dis, cette baronnie-là, c'est quand effectivement il y a eu les municipales et ensuite il y a eu la victoire de 81. Et qu'ensuite, il y a eu les renoncements à la tête même du pouvoir, c'est-à-dire au pouvoir national. Tu vois, là, effectivement... Je pense pas que ça ait joué sur des renoncements, tu vois, le fait... Ah non, au contraire. En 81, Mitterrand arrive justement avec la dynamique de la transformation des villes, avec un programme extrêmement de rupture. Ce qui fait son renoncement, c'est son renoncement face à l'Europe, face au dollar, face au taux de change mondial, face à la libéralisation initiée par Reagan et Thatcher. C'est ça qui fait ces renoncements. Ouais, mais là, est-ce que c'est pas parce que, tu vois, il est sous pression internationale et justement, il y a des maires, tu vois, qui gueulent par le bas aussi en disant que eux ils veulent garder leur poste, tu vois, et que si ils continuent à être dans la rupture, ils vont le perdre, tu vois. Il peut y avoir ces effets-là aussi, tu vois. Clairement, si tu connais bien l'histoire des renoncements du Parti socialiste, les élus locaux étaient plutôt les plus à gauche. C'était plutôt ceux-là, alors pas tous, hein, voilà, mais c'était plutôt une aile qui aurait voulu justement continuer le programme, notamment Mélenchon, etc. C'est plutôt les énarques et les hauts fonctionnaires qui ont poussé, et des gens de son gouvernement qui ont poussé Mitterrand à aller plutôt vers la libéralisation et vers la droite, quoi. Voilà. Donc c'est au contraire, les élus locaux, ils sont directement avec les gens. C'est eux qui se mangent dans la gueule quand tu fais des renoncements et que tu transformes pas leur vie, hein. Tu vois, eux, ils se prennent pas le FMI, ils se prennent pas l'OTAN dans la gueule, etc. Tu vois, eux, ils se prennent les gens directement qui disent, bah moi, j'ai perdu mon taf et je crève la dalle, quoi. Tu vois, donc ils ont plutôt tendance à être plus à gauche. C'est plutôt eux qu'on fait taire quand on fait des renoncements à la tête de l'État en disant, oh, calmez-vous, c'est pas si simple, on peut pas accueillir toute la misère du monde, on peut pas mettre des crédits à tout le monde. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais c'est intéressant parce que pour le coup, le fait que la France insoumise n'ait pas une structure comme le PS, tu vois, avec des votes dans des congrès, pour le coup, ça va empêcher un peu le fédéralisme parce que si quelqu'un casse un peu les couilles, imaginons demain un maire qui a été élu France insoumise veuille faire autre chose que le programme de la France insoumise, bah, il va juste être purgé, il sera toujours maire, mais il n'aura pas d'influence particulière sur la ligne, tu vois. C'est pas comme s'il avait un vote à un congrès, donc ça, par contre, c'est plutôt protecteur, tu vois. Exactement. C'est plutôt, effectivement, ça évite, là, pour le coup, d'avoir des baronnies, c'est-à-dire des grandes villes et des populations autour en disant bah ça fait un certain nombre de cartes, ça évite le clientélisme comme on dit, tu vois, de se dire moi si j'ai une grosse ville, je pèse tant, je pèse 300 000, je pèse tant de votes au congrès, donc je peux imposer ma ligne. Non, ça c'est effectivement dans la logique du parti FI, ça marche pas, quoi. Ouais. Bon, on va finir juste parce que je sais que t'aimes bien le foot et t'aimes bien François Ruffin. Et je sais pas si vous avez vu ça, François Ruffin, il a produit cette merveille.
Je pense que François Ruffin est une arnaque en foot comme en politique. Tu vois, je pense que c'est autant un footix qu'un politique, ce gars. Voilà. Le foot, c'est juste pour l'empêcher de faire des marches antiracistes. Hein, je pense. Ouais, c'est juste pour se donner un aspect populaire et pas aller à la marche contre l'islamophobie. Ouais, ça sert à ça. Une fusion à Besançon, une fusion entre la liste de Séverine Véziès de la France Insoumise et de la maire sortante Anne Vigneault. Bravo pour cette fusion. Bah voilà, un communiqué qui nous arrive de Toulouse. Bah oui, Toulouse, fusion entre la liste des deux François. C'est une chance d'ouvrir le score et d'aller... Ah, le pire, c'est qu'il se représente les classes populaires comme ça. Il se dit ça fait voter les classes populaires. Le mec, il a regardé Camping, il s'est dit c'est ça les classes populaires. Vraiment, il prend les gens pour des cons. Est-ce que tu sais ce que c'est, ce petit bruit? Toi, t'es pas un fan de foot. C'est le bruit du multiplex de Canal+. Quand il y a un but, alors en fait, les 2 dernières journées de championnat, tous les matchs se jouent en même temps. Donc moi, c'est vraiment mes souvenirs, enfin même pas, je le regarde encore, moins maintenant. Mais putain, le cringe du truc, il est en train de me gâcher le bruit du multiplex, quoi. Tu vois, enfin vraiment, j'en peux plus de ce gars, quoi. T'as vraiment voulu m'énerver jusqu'au bout. Putain, en plus, il a utilisé, je ne sais pas, là, une police horrible. Et ce gars, mais vraiment, faut qu'il arrête. C'est la cringitude incarnée, quoi. Mais le pire, c'est qu'il se représente les classes populaires comme ça. Genre, je veux dire, tu vas pas parler et mobiliser les classes populaires parce que tu fais ça. Vraiment. Moi, en plus, je sais pas si les gens le savent, mais vous vous doutez, dans nous 3 de la Padu Team, entre Padu, Zoé et moi, je suis le gars qui est certainement le plus de tolérance au cringe, la plus de tolérance à la booméritude. T'es d'accord, Padu? Et si voilà. Ouais. Mais là, c'est trop. Là, je peux pas. C'est ce qui m'énerve, c'est horrible. que c'est faux, tu vois. C'est que tu vois, chez Roussel, je pense que Roussel qui vraiment aller au camping et tout. Je pense qu'on peut lui avouer ce truc-là, tu vois. Je pense que Roussel est vraiment un gars qui kiffe ces trucs-là. Lui, en plus, ça fait faux. T'as l'impression que c'est un plan de com à la con de faire ça en se disant ça va plaire aux classes populaires. Mais non, mais c'est vraiment... Ce gars est vraiment une catastrophe. C'est une catastrophe. Et là, en plus, t'as mis que 20 secondes. Et je me dis que les gens qui ont tenu 2 minutes devant ça, je sais pas comment c'est possible, quoi. Oh là 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 là. Et après, ça parle de quoi? Qui nous viennent de partout dans le pays. Plutôt que ce match des deux gauches irréconciliables, des deux gauches qui veulent vivre fâchés en se tournant le dos. Non, on retrouve là une tradition de la gauche qui sait se retrouver dans les moments clés depuis un siècle. Chaque fois qu'il faut barrer la voie à la droite et à l'extrême droite. Oh là là, c'est un truc de noisette et tout, quel enfer. Le gars est infernal. On va s'arrêter là-dessus. Mais quel enfer ce type. Bon, bah, sur ce, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette dynamique insoumise et de cette non-dynamique du Rassemblement National. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, aux différentes chaînes, à aller voir le Linktree en bio pour voir nos activités, position revue, On ne veut plus, allez voir la dernière vidéo sur la chaîne On ne veut plus, et aussi à nous aider sur Tipeee. Nous sommes en campagne de financement, nous sommes dans une campagne où on cherche à avoir 15 000 € de dons récurrents sur Tipeee pour pouvoir avoir des locaux, pour pouvoir employer plus de personnes pour des événements, des trucs plus professionnels, des documentaires, pour pouvoir structurer mieux l'organisation et recevoir des adhésions en plus grand nombre. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens.